Victoire Toméga Dogbé, investi de la mission de conduire la transition pour la mise en place des institutions de la Ve République, une tâche qu'elle devra assumer pour une durée de moins de 12 mois. Mais alors, ce temps est-il suffisant pour que tout soit mis en œuvre pour le basculement dans la Ve République? Nous nous intéressons à la question ce matin et nous reviendrons bien évidemment aussi sur cette confiance renouvelée à la chef du gouvernement, de même que les attentes de l'équipe qu'elle dirigera. Avec moi, pour en parler, notre invité, c'est Paul Amegapo. Il est juriste et président de l'Institut Tamberman pour la gouvernance. Bonjour, Paul Amegapo. Bonjour, monsieur Sanvi. Bonjour aux auditeurs, auditrices de Nana FM. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir renouvelé. Et vous aussi, qui nous écoutez le 91 09 71 71 et le 96 61 58 58, sont à votre disposition pour animer le débat avec nous. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Voilà, Megapo, une fois encore, bienvenue. Merci. Alors, le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire n'est visiblement pas une tâche aisée. Absolument. Le changement de régime est un phénomène important dans la vie d'une nation, surtout d'une république qui se veut démocratique. Et au Togo, il faut noter que ce n'est pas seulement un changement de régime semi-présidentiel vers un régime parlementaire, mais c'est un changement de constitution qui modifie la consistance de l'ensemble des pouvoirs qui composent les institutions de la République togolaise. Et donc ce changement de constitution demande qu'un certain nombre de mesures d'ordre législatif et institutionnel soient prises afin d'installer les différentes institutions, nouvelles ou anciennes réaménagées, et aussi d'adopter une législature qui complète l'ordre constitutionnel national afin de rendre fonctionnelles les institutions de la République. Et donc dans ce contexte, il va sans dire que des actions importantes doivent être menées à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par les différents acteurs de la vie nationale, au premier rang desquels les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et les populations en général, pour faire en sorte que cette transition se passe au mieux. Mais n'oublions pas que ce sont des changements qui s'étaient opérés pas à l'unanimité. Et donc, il y a une forme de contestation qu'il faudrait également prendre en compte. Ces voix divergentes qui ne se retrouvent pas dans le nouvel ordre constitutionnel établi doivent être associées d'une manière ou d'une autre, ou doivent trouver une fenêtre de tir pour composer avec la situation actuelle, qui est un fait, afin de faire en sorte que la patrie ne soit pas paralysée, mais que toutes les forces concourent à ce que ce passage se fasse au mieux que possible. Oui, justement, au sujet de cette nouvelle loi fondamentale, cette nouvelle loi fondamentale, pendant que les choses évoluent vers la mise en place des institutions de la Ve République, vous l'avez dit, certains partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile continuent de contester cette loi fondamentale. Alors, leurs actions, comment vous les trouvez? Sont-elles réalistes ou illusoires? C'est un droit pour les citoyens de participer à la vie de la nation, aux décisions qui sont prises par les autorités publiques, en soutenant ces décisions ou en les dénonçant. Et donc toute récrimination vis-à-vis de certaines mesures que les pouvoirs publics ont prises devrait être considérée comme une manière pour cette tranche de la population, ces entités, de participer au débat démocratique. La démocratie, c'est la pluralité. Et donc, à partir du moment où ces voix deviennent prépondérantes, il est important de questionner la légitimité de l'action qui a été posée, des changements et des réformes qui ont été opérées. Et donc, pour l'instant, nous avons l'impression que ces voix se font sentir
mais elle ne représente pas encore une masse critique en termes de mobilisation, en termes d'ampleur au niveau national et à l'international, pouvant remettre en cause l'ordre qui est en cours d'être établi. Et donc, c'est un processus qu'il faut suivre de près. Et donc, ce qu'il faut dire là, c'est que ces acteurs sont dans leur droit de contester ce qu'ils jugent être une manière de pourfonder l'ordre constitutionnel national. Maintenant, quitte aux tenants du pouvoir qui ont soutenu ce changement constitutionnel, de démontrer leur bonne foi et de démontrer l'utilité de nouvel ordre constitutionnel pour la stabilité du pays, mais aussi pour le développement socio-économique. Et donc nous pensons que toutes les partis ont des responsabilités, ont des partitions à jouer, et chacun doit le faire dans les règles de l'art et surtout dans le respect des lois de la République. Alors, on en vient maintenant à cette nomination, la nomination d'un Premier ministre un peu plus de 2 mois après la démission du gouvernement. Cela pose-t-il un problème de délai? Que dit la Constitution réellement à ce sujet? Oui, disons qu'il n'y a pas un délai imparti par les lois de la République quant à la composition ou la formation d'un gouvernement. Cependant, nous sommes dans un contexte au Togo où il y a plusieurs urgences au niveau des politiques publiques. Vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs problèmes d'ordre social et économique, mais aussi sécuritaire, se posent aux populations avec acuité. Nous pourrons citer le délestage donc, électrique, l'insécurité au nord du pays, la vie chère. Et donc face à cette situation, prendre 2 mois pour reconduire un Premier ministre qui est du reste relève de la famille politique au pouvoir nous semble quelque chose d'incompréhensible, dans la mesure où la transition entre la 4e République et la 5e République a été prévue par la Nouvelle République, promulguée le 6 mai dernier. Et donc, connaissant ce qui devrait se passer, le président aurait dû raccourcir cette période de latence où l'exécutif ne faisait que gérer les affaires courantes pour nommer rapidement un gouvernement qui devrait à la fois conduire les actions de la transition institutionnelle que nous avons, institutionnelle et aussi légale, à laquelle nous assistons actuellement, et aussi faire face à ces impératifs liés aux priorités que les citoyens trouvent importantes pour améliorer au quotidien leurs conditions de vie. Et donc, même s'il n'y a pas un impératif légal quant au délai de constitution d'un gouvernement, il va sans dire que ce retard est incompréhensible et paraît impertinent aux yeux des urgences dont le pays fait face. Alors, est-ce que vous comprenez tout de même pourquoi le chef de l'État a renouvelé sa confiance à Victoire Dogbé pour cette nouvelle mission? Disons qu'il n'y a pas eu de changement en tant que tel. Il n'y a pas eu de contre-pouvoir à balancer entre le pouvoir en place et autres franges de l'opposition ou de la classe politique togolaise. Au sortir des législatives du 29 avril 2024, il est clair que le régime où s'était octroyé la majorité à l'Assemblée nationale et donc a l'opportunité de constituer elle-même le gouvernement de la République. Et donc, certainement après réflexion, ils se sont dit mieux vaut continuer avec le gouvernement qui a organisé ces élections pour conduire la période de transition. Seulement, il y a un certain nombre de questions que nous sommes en droit de nous poser, puisqu'il est de coutume au Togo que l'exécutif est équilibré entre le chef de l'État,
qui, depuis des décennies, est issue plutôt du Nord, et la primature est plutôt confiée aux personnalités issues d'autres régions du pays, surtout des régions plutôt du sud et du centre du pays. Et donc, le fait de nommer quelqu'un du Sud à la tête de l'Assemblée nationale et de nommer encore quelqu'un, une dame du Sud, à la primature pose de questions sur également la reconduction de cette tradition que nous avons connue depuis plusieurs années, même si elle n'est fondée sur aucune base légale. Et donc l'avenir nous dira, à travers l'installation des institutions de la République, notamment la composition du dualisme à la tête de l'exécutif, dont le président de la République et le président du Conseil, pour savoir si cet équilibre sera rétabli d'une manière ou d'une autre. Justement, sinon, en dehors de ces questions, ça ne nous étonne pas que Mme Tomega Dogbe, Victoire, soit reconduite comme Premier ministre. Aujourd'hui, elle a une autre mission carrément à assumer, celle de conduire la transition vers la Ve République. Vous pensez qu'elle a l'étoffe qu'il faut pour y parvenir? Bon, oui, puisque c'est elle qui a conduit, disons, le processus de changement constitutionnel, c'est elle qui a conduit le processus électoral ayant abouti aux élections législatives, mais aussi régionales, et dont nous pensons qu'elle a la confiance du chef de l'État, qui aujourd'hui est le chef de l'exécutif, et c'est lui qui conduit la politique de la nation. Maintenant, nous savons que le contexte a un peu changé, dans la mesure où il y a de nouveaux enjeux, notamment en termes de préparation à l'installation de certaines institutions, comme le Sénat, où il va falloir travailler sur une loi organique encadrant donc le Sénat. Il va falloir installer certaines personnalités qui devraient être nommées comme les gouverneurs des régions qui devraient présider à l'installation donc des conseils régionaux, et donc il y a quand même un impératif à aller très vite pour ce gouvernement pour pouvoir être en phase avec les différentes exigences de la transition constitutionnelle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, selon les sources officielles, aujourd'hui, il n'est pas question de reconduction, mais de nomination au poste de Premier ministre pour conduire la transition. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Quels commentaires ça vous inspire, ces éléments de langage? Non, c'est une reconduction, dans la mesure où la transition demande que l'ordre constitutionnel ancien soit poursuivi et régisse la vie de la nation jusqu'à l'effectivité de la mise en œuvre ou de la mise en vigueur de la nouvelle constitution. La nouvelle constitution a été promulguée le 6 mai, mais nous savons que sa vigueur prendra sa plénitude à partir de mai 2025. Et donc jusque-là, c'est la Constitution de 92 qui continuera à régir plusieurs aspects de la vie politique et institutionnelle de notre pays. Et donc, je pense plutôt que c'est une reconduction et que ce n'est pas une nouvelle mission. Si nous voyons au fond, Madame Tomega Dogbe va continuer à agir comme un gouvernement normal prévu par la 4e République devrait agir. Il devrait normalement présenter la politique du gouvernement, le programme politique de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Elle devrait également préparer le budget donc à venir. Elle devrait travailler pour un collectif budgétaire, donc aller à une loi de finances rectificative, puisqu'il y a de nouvelles institutions qui devraient être installées, qui n'avaient pas été prévues lorsque la loi de finances actuelle devrait être adoptée. Et donc nous comprenons que ce sont des actions régaliennes qui relèvent déjà du gouvernement, des prérogatives du gouvernement, que Mme Tomega Dogbe devrait conduire, sauf qu'il y aura un diktat du temps qu'elle devrait suivre pour pouvoir fournir et délivrer
assurer l'ensemble des livrables attendus d'elle. Justement, elle devrait conduire la transition pour mettre en place les institutions de la Ve République. On va peut-être revenir sur ces institutions. De quelle institution il s'agit? Disons qu'il y a un certain nombre de nouvelles institutions qui ont été créées, mais nous retrouvons également des institutions déjà existantes qui sont restées intactes ou qui ont subi de légères réorganisations. D'abord, au niveau du pouvoir exécutif, c'est là où il y a le changement majeur. Nous gardons le poste de président de la République, mais qui est dépouillé de ses attributions au profit du président de conseil des ministres qui devient effectivement le détenteur du pouvoir exécutif. Au niveau du pouvoir législatif, nous rentrons dans la phase de l'application effective du bicaméralisme au niveau du Togo, avec un parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc le Sénat sera mis en place durant cette phase transitoire. Et ce qu'il faut noter, c'est que les sénateurs seront désignés donc aux 2/3 par les collectivités territoriales, donc les élus au niveau des communes et des régions, et au tiers par le président de la République. Et donc, à part ce changement, notre appareil, le pouvoir législatif fonctionnerait comme toujours, parce que l'Assemblée nationale a la primauté du pouvoir législatif et également la primauté du contrôle de l'action gouvernementale. Donc ce sont des prérogatives que le pouvoir, que l'Assemblée nationale a toujours assumé jusqu'à présent. Au niveau du pouvoir judiciaire, il y a également de changements fondamentaux à ce niveau, parce que nous n'aurons plus de la Cour suprême. On aura maintenant la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, et nous aurons donc la Cour de cassation, n'est-ce pas? La Cour de cassation. Oui, la Cour de cassation. Qui remplace la Cour suprême. Oui, effectivement. Et l'autre, son nom m'échappe, un second, qui est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Et donc, ces deux hautes juridictions vont désormais régir l'activité juridictionnelle au niveau de notre pays. En plus de cela, nous avons la Cour constitutionnelle qui est maintenue. Nous avons la Cour des comptes qui est également maintenue. Cependant, il est créé également un tribunal spécial. Donc, c'est le tribunal des conflits qui devrait régler les conflits entre les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui est tout à fait normal. Nous avons également des tribunaux exceptionnels comme les tribunaux militaires, les tribunaux pour enfants et les tribunaux donc, économiques. En plus de ces institutions, il a été apporté une innovation à la Haute Cour de justice qui n'existera plus. Nous aurons maintenant la Cour de justice de la République, qui est un peu comme la Haute Cour de justice, qui a pour vocation ou qui aura pour vocation de connaître des infractions commises par les présidents des institutions, président de la République, président de conseil de ministres, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, les membres du gouvernement, également les autres présidents des institutions de la République, y compris les présidents des tribunaux, des cours et tribunaux. Et donc, cette juridiction, cette cour de justice de la République mérite d'être mise en place parce que nous savions que la haute cour de justice qui avait été prévue par la 4e République n'a jamais été mise en place. Et donc, cette fois-ci, nous pensons que cette cour de justice sera mise en place pour rendre redevables ceux qui dirigent les institutions de la République. Alors, avant de revenir à nos auditeurs pour leur donner la parole, un petit rappel rapide sur le mode de désignation du président du Conseil des ministres. Le mode de désignation du président du Conseil des ministres, qui est le patron, disons que c'est le mode le plus simple. C'est la plus haute autorité de la nouvelle constitution, de la nouvelle République, dont la nomination est très simple. Donc, le président du Conseil est le
premier responsable du parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou du parti membre d'une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Et sa nomination se passe comment? Il suffit juste que ce parti envoie le nom de son chef au président de l'Assemblée nationale et le président de l'Assemblée nationale communique ce nom aux membres de l'Assemblée nationale, donc aux députés, et informe le président de la Cour constitutionnelle afin que ce dernier ou cette dernière prête serment. Et donc, ça devrait aller comme sur des roulettes. Sur des roulettes, surtout qu'à ce niveau, il faut rappeler que rien n'a indiqué que ce président du parti ou ce premier responsable du parti majoritaire à l'Assemblée nationale soit élu. Et donc n'a pas besoin d'être lui-même élu député avant d'être nommé président de conseil. Vous permettez, nous allons marquer une pause et retrouver juste après nos auditeurs qui vont intervenir sur le 91 01 71 71 ou le 96 61 58 58. À tout de suite. Quel regard portez-vous sur la nouvelle mission de la Première ministre Victoire Dogbé et son gouvernement à venir? Votre avis nous intéresse. Vous avez la possibilité dès maintenant d'exprimer vos préoccupations à notre invité Paul Amegako. Il est juriste et président de l'Institut Tambermar pour la gouvernance. 91 09 71 71 96 61 58 58. L'antenne est à vous. Avons-nous déjà un auditeur en ligne? Nous le prenons dans la FM. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur. Bonjour à l'invité. Moi je crois que le Togo n'a pas un problème de texte. Ce qui se passe au Togo, ce n'est pas un problème de constitution. Je voudrais d'abord poser la question à notre invité. Est-ce que dans quel passage de l'article de la 4e République on dit que les députés changent une constitution? Je ne sais pas s'il y en a, donc il peut peut-être, comme lui est juriste, il nous fera peut-être mieux voir. Maintenant ensuite, est-ce que le président de la République actuelle, Paul Nessimbe, président de la République, Paul Nessimbe, président du Conseil de la République, est-ce qu'il y aura une différence? La 4e République et la 5e République, là, on va changer les êtres humains qui ont meublé ou bien qui ont comment on l'appelle, utiliser la gouvernance au niveau de l'ancienne République. Non, nous ne nous trompons pas. Nous avons un problème de gouvernance. Nous avons un problème de système. Est-ce que lorsqu'on va passer de la 4e à la 5e, les hommes vont changer, les attitudes vont changer, le système même de gouvernance va changer? Je ne le crois pas. Et donc, pour avancer, nous n'avons pas besoin d'un problème nous n'avons pas besoin d'une histoire de texte ou bien de constitution. Vous savez, nous évoluons dans ce pays comme si vous prenez une ampoule de 100 watts qui ne peut que donner 100 watts et vous dites non, que l'ampoule ne brille pas, il faut changer la douille. Donc on change la douille, je crois que cette fois-ci maintenant on aura plus de 200 watts. C'est comme ça que nous évoluons au Togo. Vous voyez comment les gens nous ont dépassé tout. Ils utilisent les mêmes constitutions que nous, mais ils nous ont dépassés dans leur attitude. Des gens ont fait un seul mandat au Bénin à côté, c'est avec plus une dizaine de stades construits. Mais c'est quoi? Merci Michel de votre intervention. Nous allons prendre le prochain qui se signale. La FM, allô, bonjour. Oui, allô. Allô, bonjour. Bonjour, Mr. Pélé. Pélé, bienvenue au débat. Ok, je salue notre invité. Vous parlez dans les conditions de Mme Torela Dogbé. Je pense que d'abord pour ça, c'est la même personne pour répéter la même chose. Et ce que je vais dire, une question à notre invité, bon, au Togo, de la première république depuis 1961, première république, 63, deuxième république, 79, troisième république, quatrième république en 92, c'était allé au référendum. Maintenant, avec Sonia Sébé,
avec toute sa majorité à l'Assemblée, avec 108 députés, pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche d'aller au référendum? Première question. Deuxième question, je voudrais dire, quand vous parlez, le 6 mai, le président Ford a promulgué la constitution de la 5e République. C'est-à-dire, lorsque le président promulgue, je pense que c'est déjà au travail. La 5e République est au travail. Maintenant, on fait le décalage pour dire que nous sommes dans la transition. Maintenant, revenons à la transition maintenant. Quand nous sommes dans une transition, quelle est la feuille de la route de la transition? Dans une transition, on doit mettre en veilleuse toutes les conditions en place. Est-ce que toutes les conditions qui sont en place sont en veilleuse? Est-ce que eux aussi sont dans une transition ou bien eux ils sont dans leur fonction de la cavernité et seulement c'est du Djatoméga Dobé qui est dans la transition? Maintenant, expliquez-nous clairement parce qu'on a déjà compris le conseiller spécial politique du chef d'État qui ne maîtrise même pas la 5e République. Merci. Merci Pélé de votre intervention. Avons-nous quelqu'un d'autre? Nana Febalo, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Essi. Oui, c'est aussi. Voilà, monsieur Amégasso revient de la faute baromètre dans le temps. Nous revient avec enderrement pour nous bouger encore le mot. Pourquoi faire? Qu'on attend? Ma question, ce qu'on attend de ce régime installé par le Togo depuis 63, c'est bien que plus de destruction, c'est ce qu'on attend. Et puis, il vient nous bourrer encore le mot. Pourquoi? Parce que ce doit Vous avez questionné Madame Essi. les élections frauduleuses dans ce pays. Madame Essi. Oui. Est-ce que vous avez une question précise à poser à notre invité? On n'a pas besoin de tout ça là. Nous, on sait qu'on a une constitution, les lois de la République comme en France, qui a tablé sur l'alternance au bout d'un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que les gens foutent encore là, depuis ce temps-là, à nous fatiguer? Non, on n'a pas besoin de toutes ces explications des parlementaires, de machin. Ils pourront rien nous apporter. Donc, on a besoin que de la haute trahison. Et donc, vous n'avez pas besoin de tous ces éclairages-là? On n'a pas besoin de tous ces trucs-là. On n'en a pas besoin. On veut alterner. Les gens versent la haute trahison en permanence. Et personne ne leur dit rien. Merci. Merci, Madame Essi, c'est votre avis. Nous prenons le prochain auditeur, Nana FM. Allô? Allô, bonjour? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Basile. Basile. Bienvenue. Merci à vous aussi et le plateau. Bon, ce que moi je dis, j'ai entendu le nom que vous avez annoncé, votre invité, quand je le suis sur YouTube, tout ce qu'il a développé aussi aujourd'hui. Bon, ce n'est pas les mêmes choses, mais bon, le Togo aussi c'est ça. Et entre-temps, ça peut changer. Basile. Ce que moi je veux lui demander, vous parlez de la première ministre, on a conduit quelque chose. Est-ce que tout ce qu'il vient dire aujourd'hui, je vous ai cité au début, j'ai cité au début, je pense que ce n'est pas ce que j'écoutais de lui quand je le suivais sur YouTube. Est-ce qu'il pense que c'est avec ça que les autres pays sont bien? Et une constitution. Votre question. Allô? Basile. Basile. Allô? Oui, Basile. Oui. Oui, votre question, reprécisez la question, on ne vous saisit pas. Oui, mais je parle de la reconduction et que d'autres disent qu'il ne faut pas qu'on parle de reconduction. Est-ce que lui, c'est reconduction ou pas? Mais c'est pas ça seul. Je viens. Est-ce que lui, il est là-bas? Il me semble qu'il a déjà répondu à cette question. Est-ce que vous nous avez suivi dès le début? Est-ce que dans notre constitution de 92, 4/5 de députés peuvent changer notre constitution? Sinon, on n'a qu'à traiter ceux qui l'ont fait du coup de sa constitution.
constitutionnel. Est-ce qu'il est d'accord ou pas? C'est de ça, moi, je parle. Merci Basile, et bonne journée. NFM, nous n'avons plus d'auditeurs et donc nous allons permettre à Paul Amegapo de pouvoir répondre rapidement à ces différentes préoccupations qui ont été exprimées. Est-ce que les députés, je crois deux personnes sont revenues là-dessus, Basile et un autre, et Michel, est-ce que les députés ont les prérogatives de pouvoir changer la Constitution, passer d'une république à l'autre? Et Pélé, lui, précise que à chaque fois, on est passé à un référendum pour le faire. Il est important de préciser d'entame que l'exercice ici ce matin est d'expliquer pourquoi nous sommes dans une telle transition et pourquoi Madame Tomega Dogbé a été reconduite. Sinon, ma position personnelle par rapport au processus de changement constitutionnel est connue. Mais je pense que je ne suis pas ici on n'est pas là pour ce débat. Et donc, les Togolais, je pense que nos compatriotes ont la hauteur nécessaire d'esprit pour comprendre effectivement les enjeux de chaque débat et essayent de démêler le vrai du faux et ce qu'il faut pour comprendre et amener nos citoyens à avoir un jugement éclairé par une conscience bien lucide. Et donc, oui, la question relative au changement de la Constitution, on l'a tous remarqué que c'est un changement controversé. Et nous l'avions dit ici qu'il y a eu les tenants de ce changement, mais aussi les oppositions. Maintenant, c'est une question de rapport de force. Et pour l'instant, nous n'en sommes plus là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement la mission de la nouvelle Constitution. Du gouvernement de transition. Et donc, ce que nous pourrons dire en un mot, c'est que ce processus de changement constitutionnel a été controversé. Maintenant, quelle serait la réponse que les différentes parties prenantes donneront à cela? Je ne suis pas ici pour partager les différentes parties prenantes par rapport à cette question. Et donc, il y a également des questions qui ont été posées relatives à la qualité des députés à pouvoir opérer le changement constitutionnel. Je pense que ce débat de fond avait été largement mené où l'on était en droit de penser que le changement constitutionnel mérite qu'on fasse recours au constituant originel qui est le peuple lui-même à travers un référendum, mais ce n'est pas à cela que nous avions assisté. Il y a donc d'autres courants qui ont pensé que l'Assemblée nationale a le pouvoir et la plénitude de ses prérogatives à pouvoir opérer le changement comme c'était fait. Et nous pensons que les juridictions au niveau du pays, notamment la Cour constitutionnelle, a suivi ce débat et a validé le processus. Ça veut dire que c'est une question politique et en matière politique, il faut les rapports de force, il faut établir un rapport de force qui permettra donc d'être écouté. Pour l'instant, ce rapport de force n'est pas en faveur des opposants à ce changement constitutionnel. Eh bien, Michel, lui, pense que le problème n'est pas un problème de changement de constitution, mais un problème de gouvernance. Disons que tout cela est mêlé. Lorsque nous avons de bons tests, il faut avoir une volonté politique forte pour pouvoir appliquer ces tests, mais aussi il faut veiller à ce que les tests soient bons. Nous avons la paresse parfois intellectuelle à analyser les tests. Lorsque nous prenons la nouvelle constitution, il y a tellement d'incohérences dedans. Je relève une incohérence. La compétition donc électorale et politique relève des prérogatives presque exclusives des partis politiques, donc l'article 7 de la Constitution. Et pourtant, les acteurs indépendants et des mouvements indépendants continuent à bénéficier de l'espace politique pour s'exprimer, pour mobiliser le suffrage des citoyens. Donc ce sont des anomalies. Lorsqu'on analyse le test au fond, on trouvera qu'il y a quand même assez de lacunes. Mais on dit souvent que non, les tests ne posent pas de problème et que ce sont les hommes qui ne les appliquent pas. Non, au Togo, il faut désormais qu'on pose le débat et qu'on s'interroge à la fois sur la pertinence des tests, mais aussi la qualité des personnes qui devraient appliquer, implémenter les mesures législatives qui sont adoptées. Il y a également Madame Essi qui me confond à un acteur
sorte d'afro-baromètre. Bon, je n'ai jamais servi afro-baromètre. Disons que j'ai été un acteur indépendant, analyste indépendant, et je continue de l'être. Je suis de la société civile et donc je ne suis pas un militant politique. Donc mon devoir, c'est d'amener le peuple togolais à comprendre que la démocratie, qui a été encore confirmée par la nouvelle constitution, déjà à son article 1er, qui déclare que la République est un état de droit, donc démocratique. Il est important que nous puissions œuvrer tous ensemble pour que cette démocratie soit effective. Alors, à moins de 12 mois de la fin du mandat du chef de l'État actuel, vous pensez que le temps est suffisant pour qu'on réunisse toutes les conditions pour le passage à la Ve République? C'est un travail qui ne serait pas facile parce que, tel que nous l'avons dit, il faudrait prendre des actes d'ordre législatif comme des lois organiques pour organiser certaines institutions. Il faudrait également prendre des actes exécutifs et réglementaires pour nommer des personnalités ou élire au suffrage indirect certaines personnalités aux différents postes. Il faudrait mettre en place le cadre institutionnel, les infrastructures qu'il faut pour accueillir les institutions. Il faudrait également mobiliser les ressources financières à même de soutenir les changements qui sont opérés. Et donc, nous sommes maintenant vraiment à moins de 8 mois, à peu près 8 mois de la fin de cette période de transition. Il est important que l'exécutif togolais soit beaucoup plus engagé à conduire cette transition de sorte que les institutions soient installées, si elles devraient être installées, et comme nous l'avons dit également, que l'exécutif sans mission ne soit pas simplement borné à l'installation des nouvelles institutions, mais à écouter également les voix divergentes qui s'expriment, parce que c'est la République. Et la voix de tout le monde devrait compter. Il faut une approche inclusive. Et donc, gérer la tension politique qui naît de ce changement et implémenter les nouvelles mesures et institutions qui sont prévues par la nouvelle constitution constituent des tâches importantes, herculiennes d'ailleurs, que le gouvernement actuel devrait gérer dans les prochaines années. On va aller rapidement à la formation du nouveau gouvernement. Nous pensons que, comme nous l'avons dit tantôt, le retard accusé est déjà injustifié et donc il va falloir aller très vite. Au Togo, nous avons coutume de remarquer qu'il y a des retards qui sont pris sur l'application des tests et on s'accommode à ces retards. Il n'est pas exclu qu'à la fin de cette période de transition, donc le 5 mai 2025, qu'on nous dise que bon, le délai n'a pas suffi et qu'on peut aller au-delà. Parce que nous avons vu la transition, c'est possible? Bon, ce n'est pas possible, mais nous avons vu que beaucoup de délais légaux avaient été violés au Togo par rapport à la charge de la CENI, aux membres de la Cour constitutionnelle et même les députés. Dans leur mandat, on a toujours remarqué que la frontière est flexible quand il faut définir le segment du temps imparti au mandat de certaines institutions. Et donc, ce que nous voulons, c'est que désormais, que les lois soient respectées, que la nouvelle constitution soit appliquée dans ses tests et dans son esprit, et que, comme nous l'avons dit, puisque son adoption a été controversée, que les voix divergentes soient écoutées. Je voudrais revenir un peu sur les deux ordres juridictionnels qui existent. Donc, il y a la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême en matière judiciaire, et le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême en matière administrative, de l'ordre administratif. Et donc, au-delà de ça, il y a également des institutions indépendantes qui avaient été prévues, il faut les souligner rapidement. Donc, nous avons la HAC, qui a connu une légère modification dans sa dénomination. Nous avons le médiateur de la République qui devient le représentant du citoyen. Nous avons de nouvelles institutions créées pour la transparence qui remplace le APLUSIA, qui s'occupait de la lutte contre la corruption et les infractions. C'est des changements en profondeur ou juste un changement de terminologie? Pour la plupart, c'est un changement de terminologie. Ce n'est pas un changement en profondeur. Je pense que les mêmes institutions ont été presque reconduites.
Alors donc actuellement c'est la course contre la montre au niveau de l'exécutif. Absolument, c'est la course contre la montre et donc il va falloir que le nouveau gouvernement de Victoire Tomega Dobé soit constitué très rapidement, que les membres de ce gouvernement soient à l'écoute donc, du peuple togolais dans sa diversité et soient enclins à faciliter donc la mise en œuvre donc des dispositions de la nouvelle constitution, mais aussi à intégrer les voix divergentes qui s'expriment afin qu'un cadre de dialogue, un cadre harmonieux qui promeut la cohésion sociale soit établi pour que les divergences politiques ne débouchent pas sur des tensions et des crises politiques qui peuvent paralyser le pays. Et donc il va falloir que ce gouvernement se mette rapidement à pied d'œuvre pour conduire l'ensemble de ces chantiers de manière responsable et de manière à satisfaire les Togolais dans leur diversité. Merci à vous, Paul Lamegakpo. Vous êtes juriste et président de l'Institut Tambert pour la gouvernance. Le débat de Nana FM se referme ici. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Georgette Coulsey qui a assuré la mise en onde. Au micro, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.